Il y a un rapport de la FDA qui date de décembre 2020 dans lequel on retrouve toute cette liste d'effets secondaires. Les instances de santé étaient parfaitement au courant avant le début de la campagne de vaccination. Cette loi aujourd'hui n'est toujours pas votée. Donc j'insiste, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les soignants. Ça veut dire qu'aucun lieu de stage ne peut demander une preuve de vaccination. La Belgique, régulièrement, s'assoit sur le RGPD. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a gagné contre le CST. Les infirmiers et les infirmières qui font du soin à domicile vont être obligés, pour certaines plaies, de prendre des photos des plaies. En fait, on ne laisse pas le choix aux patients. Le patient, j'aurais dû faire une photo de ses parties intimes et les balancer sur un cloud sans que le patient sache qui a accès à cette photo. C'est effectif depuis le 1er décembre en Belgique. On est très clairement dans un système du crédit social à la chinoise. Bonjour BAMeurs et BAMeuses. Nous sommes ici aujourd'hui chez BAM avec Isabelle Duchâteau, de Notre Bon Droit, de nouveau, qui va nous parler aujourd'hui de ses victoires. Bonjour Isabelle. Bonjour Catherine. Est-ce que vous pouvez juste dire en 2 mots ce que c'est Notre Bon Droit ? Alors Notre Bon Droit, c'est une ASBL qui, depuis 2021, défend les droits et les intérêts des citoyens et des résidents belges, mais aussi européens, puisqu'on a ouvert quelques antennes en Europe. Dans le contexte de la crise Covid, mais on a vu un peu plus large, puisque c'est le contexte de la crise Covid et ses suites. Et les suites sont importantes, malheureusement. Très bien, mais vous allez nous parler de ça, parce que je pense qu'en 2022, il y avait quelques victoires. Est-ce que vous pourrez nous faire le topo de l'année 2022, surtout pour Notre Bon Droit ? Oui, tout à fait. Alors en 2022, pour rappeler le contexte, le Covid Safety Kits avait été reprogrammé, alors qu'on avait déjà gagné une première fois fin 2021, et donc on a réattaqué le Covid Safety Kits en référé, et on a gagné une seconde fois. On a notamment gagné sur le fait que cette prolongation du CST était jugée non proportionnelle par rapport à la situation épidémique de l'époque, mais aussi par rapport au RGPD. Évidemment, les autorités ont fait appel, mais avec l'arriéré judiciaire, l'appel ne sera plaidé qu'en mars 2023, ce qui veut dire qu'en attendant, la décision de justice en référé est toujours opposable. Il y a donc le CST, il y a aussi la loi pandémie. Oui, tout à fait. Donc la loi pandémie, rappelez-vous, elle a été votée en juillet 2021, elle a été enclenchée à l'automne 2021. Pour le moment, elle n'est pas appliquée, mais elle est toujours bien dans le corpus législatif belge. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent, pas n'importe quelle pandémie, uniquement le Covid, mais en tout cas, si du jour au lendemain ils décident que la situation sanitaire dérape, ils peuvent redécider de remettre en route la loi pandémie. Donc ça nous a apparu important, effectivement, de demander l'avis de la Cour constitutionnelle par rapport à la légalité de ces lois. Ça a été plaidé ici récemment, il y a 15 jours maintenant. On va attendre la décision de justice. Ça concerne la loi à Bruxelles et en Wallonie ? Non, uniquement la loi pandémie nationale, mais effectivement, vous faites bien de le dire, chaque région ont aussi décidé de mettre dans leur texte de loi des lois pandémie régionales. Donc il y a une loi pandémie bruxelloise, il y a une loi pandémie wallonne maintenant. Et donc il a également fallu, donc c'est chaque fois des recours qu'il faut multiplier, démultiplier, une fois en Wallonie, une fois en Bruxelles, une fois au fédéral. Mais là également, effectivement, on a déposé 2 recours contre les lois pandémie régionales. Ah oui, donc c'est du boulot. Et ce n'est pas encore plaidé, là, donc ah oui. Les dates sont définies, mais ça n'a pas encore été plaidé. Donc Notre Bon Droit, quand même, arrive à reculer ou à freiner toute cette machinerie, ce processus, oui, tout à fait. Alors, par rapport au CST, les recours qu'on a faits étaient des recours en référé. Le référé, c'est une procédure d'urgence. Ça veut dire que face à une situation, on demande au juge de rapidement donner son avis sur la situation. Et ça veut dire que le juge, en fait, donne un jugement à première vue. Il ne va pas analyser le fond. Donc ici, par rapport au CST, le référé, le juge dit toujours « a priori, vous avez raison, mais ce serait quand même bien que vous demandiez l'avis du juge du fond ». Et donc on a également déposé maintenant 2 recours, parce qu'on est obligé de démultiplier, puisqu'il y avait le CST bruxellois et le CST wallon. On est chaque fois obligé de multiplier les recours. Mais donc on a déposé aussi un recours au fond
par rapport au CST. Et là, également, on est parti sur quelques années. Ce sont des procédures qui sont très très longues. C'est pour ça que les temps judiciaires ne sont jamais à notre faveur, mais ce sont des actions qui doivent être faites. Et le fait de déposer fait que le CST ne peut pas être appliqué non, le comme fait d'être gagné. Le fait d'avoir gagné, pas le fait d'avoir déposé. Ça ne change rien. Ça ne change Donc rien. ils peuvent l'activer même si vous avez déposé. Ici maintenant, en tout cas en Wallonie, ils ne peuvent plus l'activer sans tenir compte du jugement du juge des référés. Parce que le fait qu'ils aient fait appel n'a pas suspendu le jugement du juge du référé. Donc s'ils devaient décider ici au mois de décembre, parce que, je ne sais pas moi, la situation épidémiologique déraperait, de remettre le CST, s'ils le remettent, ils doivent tenir compte des remarques du juge du référé. D'accord. Il y a aussi une mise en demeure vis-à-vis d'une campagne de communication. Oui, tout à fait. Donc on a pu constater encore ici cet automne, donc l'automne 2022, que les autorités lancent des campagnes de littéralement publicité pour la vaccination anti-Covid et notamment des campagnes de publicité qui continuent à dire « je me vaccine pour me protéger, moi et les autres », alors que maintenant, depuis plusieurs mois, enfin c'est depuis juillet 2021, on sait, ça a été confirmé par les autorités sanitaires américaines notamment, que la vaccination n'empêche absolument pas la transmission et nos autorités sont absolument au courant. Le docteur Lilian Scopes en a encore parlé en janvier 2022 pendant les travaux parlementaires sur une éventuelle obligation vaccinale. Donc les autorités savent que la vaccination c'est pour se protéger mais certainement pas pour protéger les autres. On est donc dans des campagnes qui ne sont pas correctes vis-à-vis du public qui n'est pas correctement informé. Oui, à la limite pas éthique. Qui sont à la limite de l'éthique, effectivement, parce que la loi de 2022 sur les droits du patient, c'est une communication qui soit claire, complète et surtout loyale. Or ici, en continuant à prétendre qu'on se vaccine pour soi et pour les autres, on n'est pas loyal avec les personnes parce que la vaccination n'empêche pas la transmission. Alors la mise en demeure, effectivement, elle a été envoyée. On n'a reçu aucune réponse, donc maintenant il va falloir effectivement passer à l'étape suivante et mettre la COCOM face à ses responsabilités et demander au juge son avis. Le COCOM, pour rappel, c'est... C'est le gouvernement bruxellois, pour résumer. D'accord. Vous apportez aussi un soutien aux victimes des vaccinations. Tout à fait. Donc là maintenant, j'allais dire maintenant, mais c'est depuis décembre 2020 que les effets secondaires de la vaccination sont connus, puisque la FDA avait publié un rapport sur lequel les effets secondaires se retrouvaient sur 9 pages. Donc des Guillain-Barré, des troubles neurologiques, les fameux troubles myocardites. Bref, les effets secondaires sont connus depuis décembre 2020. On les a beaucoup minimisés, mais en attendant, la vie de personnes aujourd'hui est littéralement anéantie parce qu'elles ont fait confiance au processus, elles ont véritablement pensé qu'elles participaient à quelque chose qui allait sauver les personnes âgées et la société, et personne ne leur a parlé des éventuels risques qu'elles prenaient pour leur santé, et en attendant, c'est elles qui portent les conséquences de ces effets secondaires. Vous dites que depuis décembre 2020, les effets secondaires sont connus, comment ça se fait, alors que les campagnes ont commencé plus tard. Plus tard, oui. Eh bien, parce que pour pouvoir recevoir les autorisations de mise sur le marché conditionnelles, les firmes pharmaceutiques ont dû remettre des rapports à la FDA et à l'EMA. Et dans le rapport... Donc les instances d'autorisation mises sur le marché étaient parfaitement au courant de cette liste d'effets secondaires qui existait déjà au moment des essais cliniques qui ont eu lieu dans les locaux des firmes pharmaceutiques. Donc il y a un rapport de la FDA qui date de décembre 2020 dans lequel on retrouve toute cette liste d'effets secondaires. Les instances de santé étaient parfaitement au courant avant le début de la campagne de vaccination. Notre association a apporté un soutien à la fois dans la coordination du recours, la mise en relation avec les avocats, et puis aussi pour certains d'entre eux, la recherche de financement, parce qu'encore une fois, se défendre en justice coûte énormément d'argent. Exactement, exactement. Il y a aussi cette année les soignants. Il y avait une action pour les soignants. Oui. Alors effectivement, c'est intéressant de revenir sur le cas des soignants, puisque rappelez-vous, en janvier 2022, cette commission
se penchait sur le fait de savoir si on allait obliger la vaccination pour la population. Puis au final, s'est dégagé juste une obligation pour les soignants. Alors l'ASBL a fait un travail de lobbying très très long et très intense. Pendant les 2 mois, on leur a envoyé un courrier quotidien. Par la suite, on a continué à leur envoyer les dernières avancées scientifiques, les derniers chiffres Cienzano qui montraient que, et maintenant c'est prouvé, Omicron se répandait beaucoup plus rapidement dans la population vaccinée que dans la population non vaccinée. Et donc, au final, cette loi qui avait été annoncée être sûre et certaine, votée au mois de mai, ne l'a pas été. Au moment des vacances parlementaires, rien n'était fait. On était quasiment persuadés que ça allait être voté à la rentrée parlementaire. Cette loi aujourd'hui n'est toujours pas votée. Donc j'insiste, parce qu'on a des remontées du terrain qui sont quand même encore très intenses. Il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les soignants. Ça veut dire qu'aucun lieu de stage ne peut demander une preuve de vaccination à un éventuel stagiaire, médecin, kiné ou infirmière. Il n'y a aucune obligation vaccinale aujourd'hui. On ne va pas vendre la peau de l'ours trop tôt. Je pense qu'effectivement, si au printemps, elle n'est toujours pas votée, cette loi, on pourrait se dire qu'elle ne le sera jamais. Je pense qu'un peu partout, il y a des petites victoires, comme l'État du New York, où ils ont réengagé des employés qui ont été refusés ou licenciés pour Oui, tout à fait. Donc partout en Europe, en fait, à part la France, maintenant la France devient une espèce d'épiphénomène. Mais donc aux États-Unis, effectivement, il y a une victoire assez importante. L'Italie a aussi décidé de réintégrer les soignants non vaccinés. L'Allemagne a décidé de mettre fin à l'obligation vaccinale pour les soignants au 1er janvier. Donc un peu partout en Europe. Le Danemark était précurseur d'ailleurs. C'est le Danemark qui très rapidement a levé toute obligation vaccinale quand ils se sont d'ailleurs aperçus que Omicron se répandait beaucoup plus facilement dans la population des vaccinés que des non-vaccinés. Donc là, ça date du printemps dernier. Parlez-nous de 2023. J'avais lu qu'il y avait une nouvelle loi sur les soins de plaies. Ouais, c'est quoi cette histoire? Alors ça, c'est quelque chose auquel il va falloir être particulièrement attentif. Vous savez que une des caractéristiques des dérives totalitaires, c'est effectivement un contrôle de plus en plus intense et important sur la vie publique et sur la vie privée. Et c'est justement pour ça qu'il y a le garde-fou du RGPD, c'est pour assurer le respect de la vie privée des gens, parce que dans un État démocratique, ce respect de la vie privée est essentiel. Alors, le RGPD, c'est un règlement européen, donc c'est le Règlement général de protection des données. Et petit rappel rapide, mais un règlement européen, c'est un règlement que tous les États membres doivent appliquer tel quel. Il n'y a pas de dérogation possible. Et donc, effectivement, on l'a déjà vu avec le CST, la Belgique régulièrement s'assoit sur le RGPD. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a gagné contre le CST. C'est toute la partie RGPD. Et donc, ce règlement européen, la Belgique doit le suivre à la lettre. Un règlement européen se suit à la lettre. Mais là, très clairement, il y a des coups, c'est plus des coups de canif, c'est des coups de sabre dans le RGPD. Et là où on aimerait vraiment attirer l'attention des citoyens, c'est que c'est par le non-respect de la vie privée qu'ils vont commencer. Ils ont déjà commencé avec le CST, notamment, mais à détricoter en fait tout notre modèle démocratique. Petit exemple avec cette nouvelle législation sur les soins de plaie, puisque maintenant, les infirmiers et les infirmières qui font du soin à domicile vont être obligés, pour certaines plaies, de prendre des photos des plaies. C'est déjà acté. Depuis le 1er décembre, c'est fait. Okay. Ils doivent prendre des photos des plaies et les envoyer sur le cloud du réseau Santé Wallon pour la Wallonie. Une base de données qui est centralisée et qui est surtout ouverte à tous les praticiens de soins de santé. À partir du moment où vous avez le numéro NIS du patient, en tant que praticien de soins de santé, vous êtes dentiste, vous pouvez aller voir les soins de plaie d'une mastectomie de votre patiente si vous en avez envie. Ça pose question parce que, en fait, on ne laisse pas le choix aux patients. L'objectif annoncé, c'est pour avoir une meilleure coordination et une meilleure transmission des données. C'est très bien, on est entièrement d'accord avec ça. Assurer un meilleur suivi des plaies des patients,
c'est nécessaire, très clairement. Mais le patient devrait continuer à avoir le choix de savoir où partent ces données personnelles. Petit exemple, il y a quelques semaines, j'avais un patient avec un abcès testiculaire. Cet abcès avait creusé une cavité au niveau du testicule. Il fallait mettre une mèche. Ce sont des endroits très intimes. Eh bien, c'est le genre de patient, j'aurais dû faire une photo de ces parties intimes et les balancer sur un cloud sans que le patient sache qui a accès à cette photo, sans que le patient sache combien de temps elle va être stockée. En fait, le patient n'a aucun contrôle sur ses données médicales et sur ses données personnelles. C'est très problématique. Et qu'est-ce qui se passe si jamais le patient et ou le soignant refuse? Alors, le soignant n'a pas le droit de refuser. Parce que si le soignant refuse de faire la photo, il ne peut plus appliquer ce qu'on appelle le tiers payant. Ça veut dire qu'il ne peut plus demander d'être payé par la mutuelle du patient. Et si le patient refuse, eh bien, non seulement le soignant est sanctionné parce que le soignant, comme il n'a pas envoyé la photo, ne peut pas se faire payer par la mutuelle, ça veut dire qu'il doit envoyer sa facture au patient, mais un soin de plaie, ça peut aller jusqu'à 800 € par mois, c'est énorme. Hein. Et le patient, alors qu'il est parfaitement en ordre de cotisation mutuelle, sous prétexte qu'il n'est pas un bon citoyen, parce qu'il n'a pas respecté la règle d'être d'accord de partager ses données médicales à Dieu sait qui, c'est un mauvais citoyen et donc il n'a plus le droit à ses remboursements de soins de santé. On est très clairement dans un système du crédit social à la chinoise. C'est effectif depuis le 1er décembre en Belgique. Oui. Le RGPD est essentiel au maintien de la démocratie. C'est tellement essentiel que nous avons décidé, d'ailleurs prenez votre agenda et faites une petite croix au 21 janvier 2023, de réinformer le public par rapport à cette problématique lors d'un colloque qui se tiendra ici à Bruxelles le 21 janvier 2023 sur la problématique du RGPD. Parce qu'ici, évidemment, cette problématique ne concerne finalement qu'une petite partie de la population, des gens qui ont besoin de soins de plaie. Mais on s'aperçoit déjà aujourd'hui qu'elle va en fait se répandre dans toute la population. Ça va se généraliser. Vous avez de plus en plus de gens qui sont confrontés à l'imposition du compteur Linky. Là, c'est pareil. Vous consommez trop, vous chauffez trop. Ils auront la main mise sur votre consommation et pourront bloquer votre compteur si vous avez, par exemple, dépassé votre quota de chauffage ou de gaz. Paiement par carte. En fait, le danger, c'est que il nous amène petit à petit, de façon très insidieuse, tout en douceur, sans qu'on s'en rende vraiment compte et qu'on comprenne les implications de toutes les choses mises bout à bout. C'est vraiment cette vue d'ensemble qui est complexe, mais il nous amène petit à petit à ce qu'on appelle l'identité numérique. Alors encore une fois, tout ça est présenté sous des très beaux sentiments sécuritaires, dangers, des attentats, machin, identité numérique, ok, c'est très bien. En attendant, vous prenez l'habitude de mettre votre carte d'identité dans le lecteur quand vous allez faire des achats pour avoir votre garantie sur la carte d'identité. La carte d'identité va bientôt devenir obligatoire quand vous voudrez faire des achats en ligne, ce qui veut dire qu'on pourra suivre complètement ce que vous achetez et vos habitudes de consommation. Si vous remettez toutes ces informations bout à bout, on va arriver à une société où, imaginons, vous êtes diabétique et vous avez rendez-vous avec une collègue à la brioche, ici un petit peu plus bas, pour prendre un café, pour préparer une interview. Et avec ce café, vous avez un petit spéculose et vous décidez de prendre un croissant parce que vous n'avez pas envie que votre ventre glougloute pendant l'interview. Eh bien, toutes ces données vont être centralisées. Vous allez être obligé de payer avec votre carte d'identité. Toutes ces données vont être centralisées sur un seul endroit, et donc votre mutuelle va pouvoir voir que vous, diabétique, vous ne respectez pas le régime. Mais si vous ne respectez pas le régime, on ne va pas pouvoir continuer à payer vos soins de santé. C'est un exemple de dérive possible. Je vois. C'est un exemple de dérive possible. Et donc, c'est essentiel aujourd'hui de réfléchir au modèle de société dans lequel on veut vivre, et surtout, je pense que le RGPD, ça va être le cheval de Troie qu'ils vont utiliser pour commencer à diliter petit à petit le modèle démocratique qu'on a mis tellement de temps à mettre en place. Est-ce que alors cette législation sur les soins de plaie, est-ce que c'est en violation
à ce règlement? Probablement. Ça, il faut analyser la situation plus en profondeur. J'ai déjà demandé effectivement l'avis de nos avocates à ce sujet. Et justement, elles sont sur un autre dossier assez similaire. Et donc, a priori, oui. Et là, je fais donc un appel. Notre ASBL est tout à fait prête à aller porter cette affaire devant la justice, mais pour ça, j'ai besoin de plaignants, c'est-à-dire d'une part des soignants, ça j'en ai trouvé quelques-uns, mais surtout des patients, des gens qui ont besoin de soins de plaie et qui aujourd'hui refuseraient de faire des photos et d'envoyer ces photos sur le réseau loyen. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à contacter notre bon droit. On prendra contact avec vous le plus rapidement possible et on organisera une réunion avec nos avocats. Très bien, mais pour finir sur une note plus optimiste, mais aussi qui donne vraiment aux gens une sensation de puissance personnelle et de contribution ou de participation à un processus qui commence tout doucement à se mettre en marche. Notre bon droit a mis en place les journées citoyennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi que ça consiste concrètement? Oui, concrètement. Donc, on est parti du constat que, effectivement, la justice, c'est un outil important pour faire valoir nos droits et défendre nos intérêts. Mais pour s'opposer à ce modèle de société là, qui, très clairement, arrive de plus en plus rapidement, il faut également faire bloc, en fait, créer du lien. C'est assez paradoxal, mais j'aime bien dire que c'est le lien qui nous libère, c'est le lien qui nous libère. Et on l'a vu depuis le début du Covid, parce que si on a pu avoir autant d'impact, c'est pas juste l'ASBL, c'est parce que les gens étaient là avec nous. C'est toutes les actions citoyennes qu'on a mis en place et qui ont été suivies. Donc c'est ce lien qui nous a permis de nous libérer. Et donc on a envie d'aller un pas plus loin dans la création de liens, d'où l'idée de ces journées citoyennes. Et surtout, on s'est rendu compte que pour empêcher que ce modèle de société s'implémente, il faut qu'on soit bien ancré dans notre modèle, dans celui que nous avons envie de mettre en place. Et donc, non seulement ces journées proposent une réflexion autour de notre idéal démocratique, par rapport à notre vérité, enfin notre réalité démocratique. Donc ça, c'est là qu'on est et c'est là qu'on veut arriver. Et puis après ça, c'est comment on y arrive. Et donc c'est tout un cheminement pendant la journée de ce dont on rêve et qu'est-ce qu'on met en place comme action concrète pour arriver à ce dont on rêve. Et les gens repartent avec 2 ou 3 projets à mettre en place. Alors on sait que c'est pas juste, il ne faut pas rentrer chez soi en disant « on va faire ça ». Parce que le lendemain, on est déjà parti dans les quotidiens et ça reste des belles idées, des beaux idéaux. Il faut mettre les choses en action. Et donc, on a mis en place un processus pour que non seulement on ait une idée qui change le monde pour nous, pour les autres et pour la planète, mais qu'en plus, on ait déjà des to-do, vous savez, des petites choses concrètes qu'on peut faire dans la semaine, dans le mois, pour arriver à concrétiser ces projets. Parce que c'est vrai que quand on pense à agir, voilà, on pense aller dans la rue, pancarte, etc. Mais beaucoup de personnes peuvent se sentir un peu dans le brouillard par rapport à une action, d'où l'inaction, parce que c'est difficile d'agir quand c'est pas clair. Et donc vous avez parlé d'un travail sur les croyances aussi, par rapport au pouvoir. En fait, on commence vraiment par travailler sur les croyances qu'on a tous par rapport au pouvoir, parce que je le vois tous les jours sur les réseaux, et encore ce matin, quand vous avez la croyance que les gens qui exercent le pouvoir, c'est d'office des sales types, vous n'avez aucune envie d'avoir plus de pouvoir, parce que vous n'avez pas envie d'être un sale type. Ou si vous avez la croyance que exercer le pouvoir, c'est exercer une domination, et vous n'avez pas nécessairement envie. Or, c'est mieux de se départir de ce genre de croyances qui sont des croyances limitantes. On ne peut pas, effectivement, essayer d'avoir plus de pouvoir dans la vie publique si on est persuadé qu'on va devenir d'office un sale type. Donc, on a ce travail sur les croyances et aussi sur l'énergie avec laquelle aller dans l'action. Parce que ça, on a pu remarquer, quand on part dans l'action avec une espèce d'énergie très guerrière, très dans l'opposition, contre, en fait, on se la reprend comme un effet balancier, en fait. Et nous,
moi, j'ai plus envie d'être contre quoi que ce soit. Ils veulent de ce modèle de société, que les gens qui sont d'accord avec ça et qu'ils l'organisent pour eux. Moi, j'en veux pas. Alors, je vais organiser mon modèle de société dans lequel moi j'ai envie de vivre. Et ça, c'est exactement la conclusion à laquelle on est arrivé avec Valérie Bugeaud hier. C'est les gens ne se rendent pas compte à quel point non seulement ils ont plein d'idées, non seulement ils ont plein d'énergie. Parfois, il leur manque juste le soutien et le réseau pour parvenir, en fait, à mettre en place des petits projets, des grands projets, des très, très grands projets pour changer le monde, en fait. Ouais, le succès alors, amène on va le succès. faire. Voilà. Magnifique. Un grand merci, Isabelle Duchâteau, pour cet entretien et à la prochaine victoire. Ouais, à la prochaine victoire.